Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le fait du jour. Je ne sais pas si Tucker Carlson disait toujours la vérité, il n'empêche que c'était le journaliste vedette de Fox News. Pour vous donner une idée, auditeur de Sud Radio, Tucker Carlson Tonight réunissait chaque soir en moyenne 3,3 millions de téléspectateurs tous les soirs, soit la meilleure audience dans la grille des soirs de soirée des chaînes d'information américaines. Et puis lui, il n'y allait pas de main morte, Tucker Carlson, surtout sur Biden, sur les migrants, sur tous les problèmes, il y allait vraiment franco de port. Bon, ben il a été viré par l'actionnaire principal Rupert Murdoch. On n'est pas les causes, peu informe. Mais ce qui est intéressant, c'est pourquoi on en parle, c'est que ça y est, le lendemain même, il était sur Twitter et il avait sa tribune sur Twitter que lui avait donné Elon Musk. Charles Gave, bonjour. Vous êtes président de l'Institut de la Liberté. Cela fait quelques mois, voire quelques années que nous ferraillons ici à Sud Radio avec vous pour essayer d'expliquer et de décrypter les choses. Alors, qu'est-ce que ça signifie? C'est intéressant parce que effectivement, il devait son contrat aller jusqu'en 2025. Bon, on le vire et le lendemain, même pas, il n'y a pas de problème, il est sur Twitter. Enfin, il est sur Twitter. Il va être sur Twitter. Il a déjà commencé, je crois. Il a déjà commencé. Il a fait une première intervention hier en disant simplement, écoutez, ça fait des années que je me retiens parce qu'il y a un certain nombre de choses que je n'ai pas le droit de dire. Donc lui-même, quelque part, a accepté de s'auto-censurer parce qu'il savait qu'il y avait des endroits où il fallait pas aller. Et donc, certainement, il a été viré parce qu'il est allé plus loin dans l'espèce de discours qu'il a fait pour le 50e anniversaire, je crois, de Héritage, vous savez, de la fondation aux États-Unis, où il parlait. Il a littéralement dit que l'État profond, c'était une réalité. Et que c'était comme ça qu'il marchait. Ah oui, carrément, il a parlé du Deep State comme une réalité. Comme une réalité, il a dit des choses aussi très... Donc, à ce moment-là, les gens qui comptent ont dû dire, il commence à nous agacer celui-là, on va le virer. Et on va le virer, mais on va le virer comme il a un contrat jusqu'à 2025, où il est payé, je crois, 25 millions de dollars par an, ce qui est bien. C'est ça, oui, c'est pas mal. 2 millions de dollars par mois, c'est sympathique. Par mois, ça permet de vivre. Et il se retrouve, on essayait quand on lui dit, on vous paye 25 millions de dollars encore pendant 2 ans, mais à condition que vous n'alliez nulle part. Et donc, apparemment, son avocat aurait trouvé une astuce pour que il va nulle part, puisqu'il va sur Twitter chez lui. Ah oui, parce que Twitter n'est pas une chaîne. Enfin, n'est pas une chaîne. Ouais. Et c'est Elon Musk qui lui donne un espace. Mais voilà quoi, il est pas. Où il va probablement retrouver ses téléspectateurs ou spectateurs. Il va retrouver 2 ou 3 fois plus, c'est sûr, parce que donc c'est quand même un phénomène très intéressant qui se passe. J'ai beaucoup parlé ici d'Elon Musk, à quel point il était tout à fait étonnant. Et pour moi, ce qui est en train de se passer. La première des choses qu'a fait Elon Musk quand il est arrivé à Twitter, c'est qu'il a viré 80% des gens. Je me suis dit quand même, c'est peut-être un peu excessif, 80%. Oui. Mais parce que quand vous arrivez dans une entreprise comme ça, qui était en quelque sorte câblée du mauvais côté, si vous virez pas 80% des gens, vous avez des tas de petits groupes qui essayent de bloquer tout, qui font l'ancienne politique. Ils font l'ancienne politique en attendant de vous poignarder dans le dos quand ils peuvent pas. Donc il a viré 80% des gens. Il a donné toutes les archives de Twitter à 2 journalistes de gauche pour qu'ils les exploitent, et ça fait un merdier aux États-Unis, je vous dis pas, parce qu'on voit que le FBI, la CIA avaient des bureaux installés chez Twitter qui donnaient des ordres, etc. Donc, de ne pas parler du laptop, de l'ordinateur d'Hunter Biden, etc. Enfin bon. Et donc, pour pas parler de ce qui se passe en Ukraine, et donc, là, ça a été la deuxième étape. Et la deuxième étape, c'est que Musk se dit, dans le fond, ces grandes chaînes de télévision américaines, ce sont des bras armés de l'État profond, ça empêche la liberté de parole. Donc maintenant, je vais me servir de Twitter pour faire rentrer des gars comme ça, et qui vont parler librement, et qui vont dynamiter ces chaînes. Parce que plus personne n'écoutera ces chaînes, dont on sait qu'elles sont payées par la CIA, le FBI, enfin, du moins que l'ordre du jour est fait, il y a un certain nombre de sujets qu'on ne traitera pas, et on traitera un certain nombre de sujets de façon très parcellaire. Mais même Fox News, à votre avis? Fox News, ils étaient l'objet d'une pression très forte, parce que justement, ils agaçaient beaucoup, parce qu'ils disaient la moitié de la vérité.
Vous voyez, D'accord, ce qui était déjà pas mal, quoi. ce qui était mieux que les autres, les autres disaient pas des mensonges, ils disaient que les choses qui étaient permises. C'est ça. Donc, oui, c'est le mentir par omission. c'est le mentir, il y a mensonge par omission. les trucs importants, on les disait pas, quoi. Et puis, ce qui avait de très étonnant, c'est que vous alliez, et puis vous mettiez toutes les chaînes comme sur la télévision, vous pouvez le faire aujourd'hui avec toutes, et vous voyez qu'elles disaient la même chose au même moment. Donc vous saviez qu'il y avait un papier qui arrivait le matin dans les chaînes et qui disait voilà l'ordre du jour pour aujourd'hui, vous parlez de ça, de ça, de ça, de ça et de ça. Et ce papier, je le sais, il est fait par le Parti démocrate tous les matins. D'accord. Donc ça partait du Parti démocrate, donc de l'État profond, vers toutes ces chaînes. Alors, qu'est-ce que amène pour le paysage, d'ailleurs, audiovisuel mondial, qu'est-ce qui peut amener le fait que, c'est une première étape, il n'y a pas que lui, que Tucker Carlson revient à Twitter. C'est quoi par rapport à ces C'est chaînes à nouveau, on retrouve l'ancien Internet où vous étiez libre. C'est-à-dire ce que dit ce brave Musk, il dit à Tucker Carlson, Oui. venez, je vous donne un espace, vous parlez, et puis c'est vous qui serez responsable de tout ce que vous dites. C'est ça. C'est la responsabilité individuelle du journaliste ou du porte-parole. etc., de présenter les faits, etc. Donc, d'un seul coup, on se retrouve dans un monde tout à fait intéressant, où il va y avoir un espace de liberté qui va s'ouvrir pour les journalistes qui veulent vraiment faire leur métier. Qui veulent enquêter, etc. Qui veulent les rendre enquêter et amener au public les résultats de leur enquête. C'est ça. Et donc, c'est un bouleversement absolument profond, et ça va dynamiter toutes les chaînes. Oui, C'est-à-dire vous voulez dire qu'à ce moment-là, des journalistes pourraient dire oui, je serais payé, en tout cas, je pourrais vivre de cela, puisque. mais beaucoup mieux. Et beaucoup mieux, oui. Mais beaucoup mieux, parce qu'à partir du moment où vous Pourquoi avez beaucoup mieux parce qu'à partir du moment où vous aurez de la publicité qui viendra sur ces chaînes, vous savez, la publicité, bon, ils suivent un petit peu les ordres des gens sérieux, mais en même temps, s'il y a un type qui commence à faire 5, 6, 7 millions de vues, vous avez qu'à regarder Rogan. Bien sûr. Eh ben, Rogan, c'est un type qui a monté une radio, et maintenant il est écouté par des millions d'Américains aussi. Et il est tout seul dans sa radio, et il invite des gens, et puis c'est écouté par des millions d'Américains. Parce que, d'abord, c'est un type normal, et puis il parle normalement, et puis il dit les choses qui lui viennent par la tête. Et vous le connaissez, Rogan, Oui, vous le regardez. Rogan, tout à fait. C'est tout. Donc, ce que cherche à faire Elon Musk, c'est de transformer Tucker Carlson en un Rogan de la télévision. Puis dès qu'il y en aura un, à ce moment-là, dès que vous avez une ouverture qui se passe pour des gens de talent, les gens qui n'ont pas de talent, ils vont tous rester dans leur radio habituelle, hein, ou leur télévision habituelle. Mais imaginez que vous ayez 30 ans, que vous ayez une grosse... vous direz peut-être voir monsieur Elon Musk en lui disant, cher ami, j'aimerais bien avoir mon petit espace aussi, et pour dire des choses que j'ai peut-être pas pu toujours dire, ou que j'ai simplement, à laquelle j'ai fait allusion. Vous voulez dire, c'est la porte ouverte, il y a beaucoup de gens qui pourront s'engouffrer. C'est-à-dire, dès que vous ouvrez la porte à la liberté, vous avez immédiatement... Il y a du monde derrière, hein. Il y a du monde derrière. Parce qu'on pense toujours que ces gens qui mentent, etc. D'abord, il y en a peut-être tout un tas qui sont pas très heureux de mentir, ou qui sont pas très heureux de pas dire les choses au moment où il faut les dire, de se cacher. Et puis vous avez tout état de gars, vous savez, c'est votre fameuse phrase, il y a 2 sortes de journalistes en France, ceux qui ont un boulot et ceux qui sont honnêtes, quoi. C'est... Qui disait ça? Je crois que c'est vous, non? Non, c'est pas de moi. Mais je la retiens, mais elle n'est pas de moi. Mais elle est très bonne. Elle est très bonne. Donc tous ces gens qui sont honnêtes, qui sont d'excellents journalistes et qui végètent depuis des années, dans le meilleur des cas, en faisant des piges, ils vont peut-être trouver... C'est un peu ce qu'on voit déjà sur le net, mais sur YouTube. Vous dites... C'est la mort de YouTube, ça. C'est la mort de YouTube. Enfin, c'est la mort... Oui, parce que c'est une alternative, vous voulez C'est dire. une alternative. Et puis là, YouTube, il vous censure. Tandis que là, vous savez qu'avec... avec Elon Musk, il n'y aura pas de censure. Oui, mais est-ce qu'ils ne vont pas essayer, parce que vous dites aussi, c'est surtout, c'est la mort d'un certain nombre de chaînes de télévision. Ils vont mourir comme si vous voulez les machines à faxer sont mortes, quoi. Les fax, oui. Les fax, tout ça, c'est. Mais est-ce qu'ils ne vont pas essayer auparavant, parce qu'ils sont forts quand même d'éliminer Twitter, en tout cas de le réduire, La seule façon de le réduire, ce serait qu'ils perdent vraiment de l'argent. Mais avec ça qui arrive, à mon avis, ils vont en gagner gros comme eux. Donc non seulement il leur a acheté 45 milliards de dollars, ce qui faisait rigoler tout le monde, mais en plus il va sans doute gagner de l'argent, salopard d'Elon Musk, avec. Oui, ça risque en plus d'être bon pour le business. Pour le business. Ce qui prouve en plus que choisir la liberté, c'est bon pour le business. Oui, mais alors attention, il y a des parades. Je vous donne
quelque chose qui a été annoncé par BFM TV. Ce 10 mai, un projet de loi, le gouvernement, c'est BFM TV qui le dit, qui l'affirme, le gouvernement intensifie ses règles en matière de protection des mineurs en ligne. Ce 10 mai, un projet de loi visant à sécuriser Internet est présenté en Conseil des ministres. Aujourd'hui, donc, parmi les principales évolutions figure la possibilité de faire bloquer l'accès à n'importe quel site diffusant des contenus pornographiques sans vérifier l'âge des internautes, et ce, sans l'intervention d'un juge, comme c'est actuellement le cas. Alors, écoutez, on sait qu'Elon Musk a supprimé des milliers, des dizaines de milliers de lignes, enfin de pédopornographiques sur Twitter, de messages, etc. Simplement, vous savez, un gouvernement qui soit français ou américain ou autre, qui dira, oui, mais attention... Il en reste une. Voilà. Il en reste une. Ah, mais c'est évident. Les efforts de... comment il l'appelait dans le Canard enchaîné, Anastasie, celle qui avait des ciseaux. Voilà, la censure. La censure. Oui. Anastasie, la censure, elle a toujours une excellente idée de la façon, mais la liberté, c'est ainsi fait que vous la coupez par ici, elle ressort par là, et là, on voit très bien que... encore une fois, c'est l'histoire de Solzhenitsyn, quoi. C'est une fois que la vérité était sortie, c'est fini. Et... Oui, vous voulez dire, c'est comme la pâte dentifrice. Une fois qu'elle est sortie, on ne peut pas la remettre. On peut pas la remettre dedans. Donc on se retrouve dans un monde extrêmement intéressant où, dans le fond, Elon Musk est en train de changer les règles du jeu. Vous savez, l'Internet avait été complètement libre. Et puis il y a ces GAFA qui étaient arrivés, qui en liaison avec ces grands... Les Google, Facebook, etc. Et en liaison avec l'État profond, s'était débrouillé pour bloquer non seulement l'information, mais aussi ceux qui essayaient de donner de l'information. Vous savez, c'est-à-dire qu'on les censurait, on les empêchait de parler, on leur coupait l'accès à leur site, etc. Et là, d'un seul coup, vous avez un gars qui arrive, pam, qui est en faveur, dès qu'il le dit, c'est philosophiquement, il le fait. Il se retrouve, et d'un seul coup, qu'est-ce qu'il va faire? Il va offrir le truc qui est le plus utilisé dans le monde, en changer la nature pour faire concurrence à YouTube, et offrir ça gratuitement. Les autres, ils doivent être en train de faire pipi dans leur froc. En tout cas, ça réfléchit beaucoup. Ça en fait beaucoup, c'est quand même très étonnant ce qui se passe. Et c'est un changement profond, c'est-à-dire que l'Internet retrouve sa nature profonde, qui est de diffuser l'information, mais avec en plus l'avantage d'avoir un Tucker Carlson qui a derrière lui des équipes, qui a probablement des dossiers pas croyables, qui ne pouvaient pas sortir, parce qu'aussi bien on l'a viré parce qu'il voulait sortir des dossiers qu'on l'en a empêché, qui ne pouvaient pas sortir, qui va les sortir et qui sont extrêmement bien documentés. Donc on pourra pas crier oui aux fake news, à ceci, à cela. Ça va arriver. Écoutez, à suivre. En tout cas, effectivement, Internet, c'était évidemment aussi le meilleur et le pire, mais justement, il permet le meilleur aussi, Internet. Faut pas l'oublier. Mais vous savez, c'est comme la langue d'Ésope. Vous savez, c'est le meilleur et le pire. Le pire, mais c'est la parole, la liberté, ça amène à des résultats différents. Absolument. Mais celui qui empêche la liberté amène des résultats qui sont toujours désastreux. Alors que de temps en temps, la liberté amène un désavantage. C'est bien pour ça que vous vous occupez bien de votre bébé, l'Institut des libertés, Charles Gave. Et il s'appelle des libertés, parce que la liberté, c'est une notion totalitaire. Alors que les libertés, c'est la liberté... des libertés individuelles qu'il faut défendre pied à pied contre ces gens-là qui essayent de nous en empêcher, si vous voulez. La liberté de culte, la liberté de mouvement, la liberté de tout ça. Et n'oublions jamais que les libertés ne s'usent que si l'on ne s'en sert pas. Oui, c'est tout à fait vrai. Merci. Merci beaucoup. Sud Radio André Berkoff. Ça balance pas mal. Berkoff dans tous ses états, ça balance pas mal sur Sud Radio. Vous avez vu que ce gouvernement-là, il vous écoute. En tout cas, il fait quelque chose. Donc, le ministre délégué au compte public, Gabriel Attal, a présenté le 9 mai un plan de lutte contre la fraude fiscale, promettant plus de contrôle et plus de sanctions pour les fraudeurs les plus riches. Alors, apparemment, vous voyez, tous ceux qui vont dans ces merveilleux paradis, parce qu'on dit toujours c'est fini les paradis fiscaux, tu parles, Charles, ça, on sait qu'ils existent, même s'ils changent de localité et d'adresse. Mais alors vous, Charles Prats, vous êtes toujours quand même sceptique.
vous avez toujours vos distances, vous dites, ouais, ce sont des mesurettes, c'est pas sérieux tout ça. Et oui, André Berkoff, je suis toujours le grognon de service. Ouais, terrible, terrible. N'est-ce pas? L'esprit qui nie, Voilà. qui nie. Mais remarquez, avec vous, on peut faire la paire pour les petits vieux du Muppet Show, hein, C'est dans vrai, le balcon. c'est vrai. Non, mais très objectivement, effectivement, j'ai regardé le plan de lutte contre la fraude fiscale de Gabriel Attal, et en fait, ce qui m'a frappé, quand j'ai vu l'interview dans Le Monde, c'est qu'à aucun moment le mot TVA n'était mentionné. Or, on sait que la principale fraude fiscale, c'est la fraude à la TVA, c'est même pas les paradis fiscaux, etc. C'est la fraude à la TVA, ce sont les escroqueries à la TVA. Et là, alors expliquez, escroquerie à la TVA, juste pour que les auditeurs comprennent bien. Ils le savent, mais... Oh bah écoutez, oui, c'est tout simplement tous les mécanismes que les organisations criminelles structurées utilisent pour détourner la TVA, voilà, qui est le principal. Et ça marche très fraudé. fort. Ah bah ça marche très bien. L'INSEE a évalué le tax gap TVA, c'est-à-dire le manque à gagner de la TVA en France, à 25 milliards d'euros par an. Donc voilà, c'est une petite somme quand même. Hein. Oui. La réforme des retraites à côté, c'est de la roupie de Sansonnet. Hein. Oui, mais alors Charles Prats, expliquez-nous. Alors là, oui, mais il y a quand même, je ne sais pas combien est évalué l'évasion fiscale ou l'optimisation fiscale. Ah, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose parce que l'optimisation, c'est légal. Et on pourrait d'ailleurs même reprocher à un chef d'entreprise de ne pas optimiser son addition mensuelle ou annuelle des impôts, parce que il doit gérer l'argent de la société. Donc l'optimisation, c'est un autre sujet. La fraude, c'est la violation de la loi manifeste caractérisée avec une intention frauduleuse, etc. Et donc ça, on sait globalement que c'est une grosse centaine de milliards d'euros. Ça fait des sous quand même, hein. C'est pas rien. Et donc 30 milliards d'euros, c'est déjà pas mal. Vous voulez dire l'évasion fiscale, hein, ce qu'on appelle, enfin la fraude fiscale. Après, on entendait donc un plan ambitieux, bien ciblé, bien calibré. Et là, qu'est-ce qu'on a eu? La principale mesure annoncée par le ministre des Comptes Publics dans le journal Le Monde, c'était que les fraudeurs fiscaux iraient à coups de pinceau repeindre les centres des impôts dans le cadre d'un travail d'intérêt général. Waouh! Ouais, oui, c'est passionnant. C'est priorité au travail manuel, quoi. Ah oui, alors là, il a dit autre chose. Quand on même. va en attraper des fraudeurs avec ça. Mais Oui. Charles, il n'a pas dit que ça. Il n'a pas dit que ça, c'est vrai. Il n'a pas fait que la relance de la peinture en bâtiment. Mais non, alors par exemple, autre mesure annoncée, vous savez, c'est un plan qui est ciblé sur les ultra riches. Donc on a un peu le sentiment qu'il y a 10 jours, Bruno Le Maire disait attention la fraude sociale qui part au Maghreb, et là attention la fraude fiscale des ultra riches. Donc c'est le en même temps, un coup à gauche, un coup à droite. On parle plus de la fraude sociale. Enfin, oui, ça va être à la fin du mois, ça va revenir, vous inquiétez pas. Et donc là, une mesure par exemple qui a été mise en avant pour lutter contre la fraude fiscale des ultra riches, c'est de dire on va augmenter de 25% les contrôles fiscaux sur les gens les plus riches qui ont des hauts patrimoines, des hauts revenus, etc. Sauf que ça existe déjà, André Berkoff. Les Français ne le savent peut-être pas, mais à partir du moment où vous gagnez plus d'un certain seuil, qui doit tourner aux alentours de 300 000 euros de mémoire annuelle, votre dossier fait l'objet d'un contrôle fiscal systématique tous les 3 ans. Dans la période de prescription. Comme ça, les impôts ne peuvent... Systématique. Comme ça, ils peuvent pas vous louper. C'est ce qu'ils appellent... Plus de 25 000 euros par mois, plus de 25 000 euros par mois. Vous êtes contrôlé. C'est ce que les impôts appellent les dossiers à fort enjeu. Ben oui, parce que c'est là où il y a le plus d'impôts derrière. Et donc, ils les contrôlent systématiquement. Voilà. Donc, annoncer que les plus riches seront systématiquement contrôlés ou qu'on va augmenter les contrôles, ça sert à rien parce que c'est déjà fait depuis des années et des années. Quand le ministre annonce qu'il va y avoir des nouvelles sanctions, des peines très fortes, perte du droit de vote pour les fraudeurs fiscaux. Ah, mon Dieu. Alors moi, j'entends ça, je dis ah oui, ça c'est intéressant. Mais ça me rappelle quelque chose. Vous savez, je siégeais à la cour d'appel dans la chambre spécialisée en correctionnel au pénal, du droit pénal fiscal. Oui. Je dis mais j'ai pas déjà prononcé cette peine, moi, il y a quelques années, quand j'étais au tribunal, enfin à la cour d'appel. Alors j'ai repris mes petits livres, vous savez, mes petits livres rouges, là, mes codes, les codes Dalloz. Et là, j'ai ouvert le Code général des impôts à la page de l'article 1741. Et que vois-je? Qu'est-ce que je découvre? L'inéligibilité, la privation des droits civiques est déjà prévue. Et même, elle est automatique quand c'est de la fraude fiscale aggravée. Ah non. Eh ben, dites donc. Ils ont redécouvert ça. Ils ont redécouvert la loi. Fouillouille. Celle-là, alors, ça doit être 1995 de mémoire, l'inéligibilité. Puis pour la fraude fiscale aggravée, ça date de la création de la fraude fiscale aggravée. C'est le droit de vote, là. C'est le droit de vote. Non, mais c'est les droits civiques. La privation des droits civiques, c'est les droits de vote. Tout y est. Si vous voulez, quand ils disent oui, on va faire des travaux d'intérêt général, je me suis dit, mais quand je présidais la correctionnelle, je prononçais pas déjà des travaux d'intérêt généraux à la place de l'emprisonnement? Mais oui, bien sûr, l'article 131-8 du Code pénal qui existe depuis Mathusalem.
Waouh! Bah voilà où on en est. Donc là, je me suis dit, vraiment les gars, ils ont manqué d'imagination quand ils ont donné leur note au ministre en disant voilà, on a plein d'idées. Franchement, ça se voit, quoi. Oui, quelle inventivité, quelle innovation, quel esprit de création. On va continuer juste après l'information avec vous, Charles Prats, parce que il y a un certain nombre de points qu'on a encore à préciser là-dessus. Et le face-à-face d'André Berkoff, tout de suite après les informations avec Vincent Pavant, mathématicien, enseignant-chercheur. Vous nous appelez au 0826 300 300 pour participer à l'émission. 0826 300 300. À tout de suite sur Sud Radio. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkoff dans tous ses états. Et je suis pas le seul. Gabriel Attal est dans tous ses états, ministre délégué au compte public, qui a présenté un plan de lutte contre la fraude fiscale. Attention, cette fois-ci, tous les fraudeurs tremblent. Vous pouvez pas savoir, là, on a signalé chez les psychanalystes et les psychiatres un nombre absolument phénoménal ou d'ultra-riches ou de fraudeurs fiscaux. Que dois-je faire, docteur? Alors Charles Prats, lui, c'est le docteur, effectivement, de la fraude sociale. Magistrat, vous le connaissez, on l'a reçu. Alors, vous dites mesurette. Et pourtant, je recite rapidement, on va pas rester trop longtemps là-dessus. Le contrôle fiscal tous les 2 ans des 100 plus grandes capitalisations boursières. Vous disiez bonjour, eu égard à l'éparpillement. Hein, oui, parce que les grands groupes, les 100 premiers groupes cotés en bourse, il n'y a pas une seule entreprise. Vous savez, c'est des groupes de sociétés, donc il y a des périmètres de consolidation, comme on dit, qui sont très étendus. Et donc quand vous faites le contrôle, vous contrôlez toutes les boîtes du groupe. Donc vous imaginez bien l'équipe de 2 vérificateurs qui va devoir contrôler tous les 2 ans le même groupe et les dizaines de sociétés du groupe. Et d'ailleurs, le porte-parole d'Attaque, ancien patron du syndicat Solidaire Finances Publiques, dit la même chose que moi dans la presse depuis hier, en disant c'est juste impraticable, c'est impossible. Les directions spécialisées des impôts ne peuvent pas le faire. Et les James Bond, alors, les James Bond fiscaux, là, les James Bond qui vont infiltrer les pays exotiques et soudoyer. Écoutez-moi bien, ça va être génial. Je vois déjà le nombre de films qui vont sortir, hein, et qui vont soudoyer banquiers et avocats pour obtenir des informations sur les états fiscaux. Sean Connery revient. Mais alors, figurez-vous que ça, on le faisait avant. Ouais. Sous Giscard, sous Pompidou déjà, sous Giscard, etc. Moi, je savais qu'avant d'être magistrat, j'étais un douanier, un vieux douanier, famille de douanier, fils de douanier, neveu de douanier, douanier moi-même, mon petit cousin est douanier. J'ai des vieux souvenirs des années 70-80, quand j'étais gamin déjà, et que je traînais à la direction générale des douanes. À l'époque, c'était rue de Rivoli. Ouais. Et à l'époque, on a quand même eu 2 agents des douanes qui ont fini en prison. En Suisse, en l'espèce, là c'était en Suisse, parce que c'est ce qu'on faisait. On allait soudoyer des gars, à l'époque c'était à la banque UBS, on avait piqué le fichier comme ça des Français qui avaient des comptes dans les paradis fiscaux, etc. Donc ce serait la même chose aujourd'hui, quoi. Sauf que les gars se sont fait choper à un moment donné, ils ont fini en tôle, il a quand même fallu les sortir, et derrière la Cour de cassation a mis le holà à toutes les procédures, a tout fait sauter au milieu des années 80, et du coup la loi a dû être changée en 87. Donc si vous voulez, cette histoire de dire qu'on va faire du renseignement offensif, ça a déjà été pratiqué il y a quelques décennies, ça s'est mal fini juridiquement, et vous imaginez bien que les Bahamas, les Caïmans, etc. vont évidemment laisser tranquillement se balader des agents français sur ce genre de choses, et puis surtout on n'est pas dans la lutte contre le terrorisme, etc. Donc vous croyez que la Cour de cassation ou même le Conseil constitutionnel va laisser les agents du ministère des Finances faire des trucs comme ça à la mexicaine, à la one again, en loose day, non, je ne pense pas que ça passe. Alors ce serait bien que ça passe, parce que ça voudrait dire que la lutte contre la fraude aux finances publiques est mise à un niveau de priorité équivalent à la lutte contre le terrorisme, et ça ouvrirait des possibilités juridiques très intéressantes pour la lutte contre la fraude fiscale, mais aussi sociale. Mais je ne suis pas sûr que le Conseil constitutionnel soit dans cette optique, parce que s'il y a une loi sur la douane là qui arrive dans quelques jours au Parlement, c'est justement parce que le Conseil constitutionnel a fait sauter les pouvoirs d'investigation de la douane, en l'espèce du ministère des Finances, de contrôle à la circulation comme ça, de manière inopinée. Il faudrait que ça soit coordonné avec d'autres pays aussi. Et en plus, vous pouvez pas faire ça tout seul, quoi. Parce que les autres, ils vont pas être tout à fait contents. Hein, ça m'étonnerait. Alors juste une dernière question, Charles Prats, on va en reparler parce qu'on va suivre tout ça. Mais au fond, alors c'est très bien voilà, on veut lutter, on a vu un peu la relativité des choses, mais toute cette fraude sociale, toute cette fraude de la sécurité sociale que vous avez déjà dénoncée, on en a parlé, et Dieu sait si vous en avez parlé, et Dieu sait si vos livres ont eu du succès.
Là, on va pas s'attaquer des numéros de sécurité sociale, des cartes vitales, enfin et autres. On va rien faire là. Alors, ce n'est pas l'objet du plan de lutte contre la fraude fiscale. Certes. A priori, le ministre a annoncé son plan de lutte contre la fraude sociale à la fin du mois. Donc, comme Seran, nous allons voir si nous voyons quelque chose venir. Mais je crains que sur les véritables enjeux de lutte contre la fraude sociale, vous l'aviez dit, hein, notamment l'immatriculation dans le système frauduleuse avec ce surnombre, 75 300 000 assurés sociaux pour 67 millions d'habitants, le vrai problème il est là. Je crains qu'on n'ait pas grand-chose à se mettre sous la dent à la fin du mois. On verra. Et si je serai le premier à féliciter le gouvernement s'il y a des mesures très intéressantes, et je serai le premier à dire que ils sont à côté de la plaque s'ils sont à côté de la plaque. Eh bien, vous serez le premier à revenir sur Sud Radio dans Berkoff dans tous ses états pour qu'on fasse le bilan fin du mois. Merci Charles Prats. Merci André Berkoff. Sud Radio Berkoff dans tous ses états. Le face-à-face. Le face-à-face d'André Berkoff avec Vincent Pavant, mathématicien, enseignant-chercheur pour son livre Tout foutre en l'air aux éditions Exuvie. Bonjour Vincent Pavant. Bonjour André Berkoff. Alors, bonjour Vincent Pavant. Alors, très intéressant que vous avez reçu pour vos livres, etc., de décryptage, tout ce qui s'est passé avec, on va pas en reparler évidemment, mais quand même, avec le Covid, avec tout ce qui s'est, avec la gestion du Covid, avec tout ça, vous êtes mathématicien, vous êtes chercheur, vous êtes aussi professeur, je crois, à l'université d'Aix-Marseille. Exactement, maître de conférence à l'université d'Aix-Marseille. Voilà. Et alors là, écoutez, là, vous avez non pas effectué un virage, pas du tout, mais tout foutre en l'air, je me suis dit, Vincent Pavant, pas parler du système de santé, pas du tout. SAD, la sexualité, le transhumanisme et l'international élitaire. Et alors là, vous allez très loin. Alors, Vincent Pavant, mais c'est intéressant. Vous partez d'un livre très spécial, très sulfureux, mais qui date de 1795, la philosophie dans le boudoir du marquis de Sade, que beaucoup de gens ont lu, bien sûr, qui est en livre de poche, d'ailleurs, il faut le dire maintenant. Et vous dites que ce qui se passe aujourd'hui, quelque part, je schématise, mais quand même, est la traduction des enseignements du divin marquis en 1795 sur la sexualité, sur la nature, sur, je dirais, le pouvoir, le rapport de force, et vous allez loin. Alors, expliquez-moi, parce que franchement, j'ai lu ça, évidemment, mais le rapport avec ce qui se passe aujourd'hui, on le voit, mais j'aimerais que vous l'expliquiez. Oui, tout à fait. Merci de me laisser m'expliquer là-dessus. En fait, ça vient de la biopolitique et d'une remarque de Giorgio Agamben dans son livre Homo Sacer. Le grand philosophe Giorgio Agamben. Le grand philosophe Giorgio Agamben qui explique qu'en fait que la philosophie dans le boudoir est le premier texte de la modernité politique. C'est ce qu'il dit. Modernité politique. De la modernité politique. Et en fait, ce que dit Giorgio Agamben de manière extrêmement claire, c'est que à la Révolution s'invente l'idée que le corps de l'individu appartient désormais à l'État et que l'État va pouvoir intervenir de manière autoritaire s'il le faut sur le corps. C'est exactement ce qu'on a vécu durant cette crise Covid avec les vaccins obligatoires ou quasi obligatoires qui fait que votre intimité ne vous appartient plus. Et ça m'a donné l'idée de relire du coup effectivement la philosophie dans le boudoir et je me suis rendu compte à ce moment-là que ce que je lisais dans Sade était mot à mot ce qu'on retrouvait aujourd'hui dans les faits. Notamment, par exemple, chez Marlène Schiappa, par exemple, effectivement, chez les Femmes, par exemple, effectivement... Chez les Femmes, vous parlez de Laurence Rossignol, on va égrener. Oui, tout à fait. De Zelensky aussi. De Zelensky, bien sûr, bien sûr. Oui, et en fait, on vit mot à mot ce qu'il y a de décrit dans ça, dans l'éducation sexuelle. Pape Ndiaye et l'éducation sexuelle, c'est Dolmancé. Voilà, vous allez faire de Pape Ndiaye et tous ces gens des sadiens. Enfin, Vincent Pavant. Ils sont sadiens dans le texte. Et la question de Laurence Rossignol en 2019 devant le Sénat sur le clitoris à l'école qui serait pas assez bien, pas suffisamment. Qu'elle a prononcé devant le Sénat. Hein, tout à fait, c'est une question officielle. Que vous sur quoi alors oui, sur le fait que le clitoris n'était pas assez enseigné à l'école et que le clitoris était un organe de plaisir
plaisir chez les femmes et qu'il fallait absolument que tout le monde en prenne conscience le plus tôt possible et qu'il y avait de ce point de vue-là une dissymétrie dans l'enseignement. Et donc c'est exactement ce que fait Dolmancé dans la philosophie du Boudoir en disant mais voilà, on va faire de l'éducation sexuelle des petites filles. C'est écrit noir sur blanc et Madame de Saint-Ange en fait, eh bien, de manière beaucoup plus crue, bien sûr. On va tout à fait. Même si les ouvrages scolaires aujourd'hui de SVT en fait vont très loin dans le détail et dans la description clinique quasiment des organes ouvrages sexuels. destinés aux enfants de quel âge Collège et lycée essentiellement, ouais. bien sûr, tout à fait, oui, qui prennent tout à fait au sérieux ce qui est fait dans mais la question que je me suis posée en lisant votre livre, qui en tout cas qui est intéressant, qui pose des questions, qui est provocateur, mais qui se veut provocateur, c'est que Sade, à l'époque, n'oubliez pas, c'était la toute-puissance de l'Église, la toute-puissance de la noblesse. Lui, il y avait un côté, et il allait évidemment, et dans quels excès, ça c'est clair, mais de rébellion quand même contre les pouvoirs de la noblesse, du clergé, etc. Hein, on était à la veille de la Révolution, quoi. On était à la veille et au cœur de la Révolution. Sade était dans le club des Piques, donc avec Robespierre. Il a fréquenté. Et d'ailleurs, il y a dans les déclarations à la Convention, notamment de Robespierre et de Danton, des choses qu'on retrouve dans la philosophie dans le Boudoir, notamment sur l'attaque contre la famine, etc. Ouais. Pour revenir effectivement à l'idée, par exemple, d'irreligion. L'irreligion, oui. Effectivement, sadienne, qui était lutter contre le dogmatisme, effectivement, qui pouvait s'entendre dans le cas d'une philosophie des Lumières. Sade est un philosophe des Lumières et il s'agissait de chasser le pouvoir, le clergé du pouvoir pour construire la démocratie. Tout ça, effectivement, s'entend très bien, sauf que quelque part, on a un peu jeté le bébé avec l'eau du bain et en même temps, on a célébré la désacralisation absolue du corps, en fait. Et ça, c'est quelque chose qui revient très fort aujourd'hui. En fait, le corps devient un instrument, quoi. C'est purement matériel et purement matérialiste, effectivement. On en fait une matière qui doit, effectivement, qui peut d'ailleurs être utilisée à divers titres purement matériels. Donc, et pour revenir à l'idée d'une contemporanéité de la désacralisation du corps, j'étais au Parlement européen la semaine dernière, et donc je suis tombé sur cette fameuse exposition de photos qui a été dénoncée pas mal, où en fait on prend en photo la désacralisation du corps, qui devient du coup un objet de marchandise et un objet de jouissance purement égotique, c'est-à-dire que il ne peut servir que dans le but, eh bien, de satisfaire le plaisir et les désirs de l'individu envers et contre tout. C'est-à-dire qu'en faisant disparaître la religion, vous avez fait aussi disparaître un sujet de la religion qui était l'amour, avec un grand A. Et, vous voulez dire l'amour, la séduction, tout ça, enfin, oui, c'est-à-dire le second plan. Exactement, l'idée que l'autre existe, qu'il faut aussi le respecter, qu'il y a un échange amoureux, tout ça disparaît dans l'anthropologie sadienne. Il y a une anthropologie sadienne de l'individu qui fait de l'homme un être purement matériel, individualiste, égotique. On va en parler tout de suite après cette petite pause. On va parler justement de l'actualisation aujourd'hui, parce que vous avez pris des exemples très précis et on va en parler parce que c'est assez fort. Alors vous n'y allez pas de main morte, mais c'est intéressant en tout cas à inventorier. Et vous avez la parole sur Sud Radio pour interpeller Vincent Pavant sur son livre Tout foutre en l'air aux éditions Exuvie. Vous nous appelez au 0826 300 300. À tout de suite sur Sud Radio. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Vincent Pavant, lui aussi, aux éditions Exuvie, il publie, vous voyez que le titre déjà, Tout foutre en l'air, et il parle des rapports entre ce livre sulfureux, ce livre qui a été dans l'enfer des bibliothèques pendant presque un siècle ou plus, la philosophie dans le boudoir du Donatien Alphonse François de Sade. Mais alors, d'accord, Vincent Pavant, mais rappelez-vous quand même Jouir sans entrave, dont on parlait. On disait ça déjà en mai 68, les situationnistes le disaient, etc. Donc, est-ce que si c'est quelque chose qui ressurgit, parce que c'est pas du tout, mai 68, c'est pas du tout Joe Biden, ni Hunter Biden, ce n'est pas Laurence Rossignol, ce n'est pas les Femen, ce n'est pas Trudeau, c'est encore moins Zelensky. Alors, quel est le rapport aujourd'hui avec cette espèce de philosophie en disant, voilà, le corps doit être utilisé de toutes les manières, y compris dans les rapports de force?
Oui, je crois que c'est l'avènement assumé de la biopolitique qui est effectivement l'appropriation du corps par C'est l'État. quoi, Will ? Je vous demandais une définition pour vous, simple, de la biopolitique. La biopolitique, alors je vais le définir très simplement, ça commence chez Foucault, ça se continue chez Agamben, mais c'est justement l'idée que le corps appartient à l'État. Le corps des individus appartient à l'État, qu'il peut en faire ce qu'il veut. Alors, il y avait... C'est ça le but, quoi. C'est ça le but, effectivement, pour pouvoir... C'est le but des dictatures, c'est le but... Exactement. Ouais, Exactement, et en particulier pour influer sur l'évolution de l'espèce. Aujourd'hui, on a une biopolitique qui est essentiellement d'inspiration transhumaniste, qui doit faire en sorte que l'homme évolue vers une fusion homme-machine, voire homme-animal. Hein. Je rappelle que l'Espagne a dépénalisé la zoophilie, par exemple. Hein. Et donc, ce qui montre bien qu'on veut aller vers le post-humain. Et si vous voulez aller vers le post-humain, le corps de l'individu doit se transformer, y compris contre son gré. C'est pour ça, par exemple, qu'on va imposer de manière obligatoire une vaccination, parce que c'est l'augmentation de l'être humain face aux dangers environnementaux. L'homme augmenté. Oui, l'homme augmenté, exactement. Et donc, votre corps ne vous appartient plus. Et donc, y compris dans la sexualité, puisque, en particulier, on veut vous imposer une sexualité publique. C'est ça, effectivement, qui transparaît dans le fait d'assumer l'éducation sexuelle à l'école. En fait, vous n'avez plus d'intimité. C'est l'appropriation de l'intime de l'autre. C'est exactement ce que dit Giorgio Agamben. Et en fait, la différence avec en mai 68, c'était une forme de vœu, d'espoir. On parlait, effectivement, il y avait... C'est libertaire. Exactement. Ce personnage de Cohn-Bendit qui parlait, on parlait de sexualité. De l'époque, bien sûr, de l'époque, qui parlait de sexualisation des enfants. Mais sauf que là, on l'a mis au programme de l'école maintenant. C'est-à-dire qu'elle est vraiment assumée, elle est explicite, elle se fait mot à mot. Et en fait, c'est justement un petit peu le principe du livre. C'est-à-dire on ne tombe pas dans la pédophilie quand même, Vincent Pavant. Non, pas encore. Pas un peu loin. Non, pas du tout. Mais il y a le précédent, je tiens à le rappeler, Camille Kouchner, par exemple, qui montre que, effectivement, dans un certain milieu intellectuel de Saint-Germain-des-Prés, c'est quelque chose qui existe depuis pas mal de temps. Et là, moi, je suis tout à fait surpris qu'un ministre de l'Éducation comme Pape Ndiaye, normalien, historien, parfaitement capable d'analyser ce que c'est effectivement ce qui est appelé la confusion des langues, effectivement, du psychanalyste et psychiatre Sándor Ferenczi, qui dit attention, si vous allez chercher un vocabulaire de l'adulte pour l'injecter chez l'enfant, ça se passera mal, effectivement. Et c'est ça qu'on est en train... L'enfant n'est pas un adulte, il faut préparer. Exactement, l'enfant n'est pas un adulte, et c'est ça le vrai problème. Il y a SOS Éducation qui a fait remonter à Pape Ndiaye des propos extrêmement inquiétants dans le cadre des cours d'éducation à la sexualité, qui montrent que cette confusion totale est entretenue, et en fait, dans l'ambiance que décrit Camille Kouchner sur ce qui est arrivé de pédophilie, justement, il y a de manière très claire cette confusion des langues et des discours qui fait qu'on fait porter à l'enfant les désirs de l'adulte, en fait, que l'enfant n'est pas demandeur. Comme aujourd'hui, il devient extrêmement sulfureux et même grave de dire l'homme n'est pas la femme et la femme n'est pas l'homme. Exactement, et je vous rappelle qu'à Sciences Po, un professeur de danse a été exclu effectivement de ses fonctions parce qu'elle avait osé dire que dans la danse, il y avait des hommes et il y avait des femmes. Oui, ça devient absolument scandaleux, comme chacun sait. Mais Vincent Pavant, alors, vous allez, alors je cite les exemples que vous avez dans votre livre. Marlène Schiappa, d'accord, elle a écrit 3 romans érotiques sous le pseudonyme de Marie Minelli, vous en citez quelques exemples. Enfin... Est-ce qu'elle est l'illustration de ce... Non pas sadisme, hein, ça n'a rien à voir, je précise. Exactement. Mais cette transformation des corps, en quoi Marlène Schiappa participe de cette démarche ? Alors, elle fait de l'impudicité une valeur républicaine. Et quand elle va poser, par exemple, dans Playboy, elle le pose avec des symboles républicains. Il y a la cocarde, et donc elle montre son corps. Parce qu'elle est ministre, ça, vous savez... Oui, parce qu'elle est ministre, mais en fait, ce qu'il faut bien savoir, justement, c'est que chez Sade, en fait, l'impudicité, donc le fait qu'on doive tout montrer, finalement, est une valeur républicaine, précisément parce qu'elle est une valeur anti-religieuse. La pudeur étant une valeur religieuse, et la République, en fait, se construisant à l'opposé des valeurs religieuses, eh bien, l'impudicité va devenir une valeur républicaine qu'on doit étaler partout. Et c'est ça que finalement, va illustrer Marlène Schiappa dans Playboy. Et c'est vrai, c'est tellement vrai qu'entre 2 orgies
absolument incroyable dans la philosophie dans le boudoir. Il fait un long pari politique. Français, encore un effort, si vous voulez rester républicain. Oui, tout à fait. Sade lie complètement, si vous voulez, ce qui se passe dans le boudoir avec la construction de la République. Et en fait, justement, la République, c'est étymologiquement cette chose publique, alors qui normalement désigne l'idée que les affaires de la cité, de l'État doivent être transparentes, que tout le monde peut y avoir accès, etc. Mais en réalité, ce qu'on comprend de la lecture de Sade, c'est que cette chose publique, ça devient le corps, en fait. Ça devient ça. Et c'est ce que je rappelle un petit peu. Vous voulez dire quelque part que la République devient la République, R-I-E. Ah oui, on peut dire ça. En tout cas, chez Sade, c'est une certitude. C'est une certitude. Et on le voit, excusez-moi, avec cet ouvrage de Bruno Le Maire, effectivement. Il y a quelques lignes, oui, mais c'est très symbolique. C'est très symbolique, effectivement. Oui, non, mais Bruno Le Maire, il a besoin là. Comme il a tué l'économie russe, il a besoin de se reposer. Il faut comprendre. Mais dites-moi alors, justement, Laurence Rossignol. Alors, vous parlez de la sénatrice, hein, Laurence Rossignol. Vous parlez de. Alors. Parlons aussi de Justin Trudeau et de Volodymyr Zelensky. Volodymyr Zelensky, vous rappelez, et ça c'est vrai puisqu'on n'en parle pas du tout, de ces 15 années de comédie à la télévision, enfin d'animateur. Et alors, il n'y allait pas de main morte, racontez. Ah mais il y allait de manière complètement sexualisée, nu. C'est quelqu'un, je rappelle 3 épisodes absolument incroyables de la vie de Zelensky lorsqu'il n'était pas encore président, mais qui a joué l'hymne ukrainien avec son pénis, si vous voulez, devant un piano, devant un parterre de public. C'était l'hymne ukrainien. C'était l'hymne ukrainien avec son pénis. Sur un piano, enfin. Alors je dis avec humour, il a cru que piano à queue, ça voulait dire jouer avec son pénis. Voilà. Donc, si vous voulez, c'est extrêmement inquiétant parce que je disais que c'était l'idée. On invoquait l'hymne ukrainien qui était désirable pour rendre la nudité désirable. En fait, c'était pas une moquerie justement libertaire pour essayer de se moquer du nationalisme. Bien au contraire, Et il l'a fait dans d'autres exemples. Enfin, un ou deux autres exemples. Le second exemple, c'est qu'il a fait un clip vidéo où il se met en scène dans un supermarché et où il se met à déshabiller tout le monde et où à la fin, tout le monde est heureux de se retrouver complètement nu, en fait, offert au regard de l'autre. Et en fait, il organise dans ce supermarché le boudoir sadien de manière complètement explicite, si vous voulez. Et donc, il y a également une vidéo où là, il est évoqué en homosexuel et où il va faire une glorification, tout simplement, de la sodomie, mais de manière extrêmement explicite. Et ce type, on va l'élire président de la République, et c'est exactement ce que dit Sade. Je ne connais nulle personne qui ne veuille être despote quand il bande. Et en fait, c'est ça. Zelensky devient en fait président parce que ce que je dis dans le livre, exactement, c'est l'Ukraine est peut-être le pays qui est le plus avancé en réalité dans le matérialisme du corps et l'appropriation biopolitique du corps par l'État, avec les marchés, bien sûr, de la traite des femmes, des enfants, des organes. Il n'y a pas que, mais il n'y a pas que, mais eux sont extrêmement bien placés là-dedans. Et l'élection de Zelensky à la tête du pays, pour moi, n'est pas un hasard. Et pour revenir au Parlement européen et à cette exposition de désacralisation du corps, quand vous sortez du Parlement européen, vous avez la glorification de Zelensky en fait au Parlement européen, qui est pour moi directement associé. Pour d'autres raisons quand même. Pour d'autres raisons, mais en fait, les deux sont là de manière inconsciente justement. Et l'intérêt de lire Sade, c'est de pouvoir trouver ce lien qui va les lier, même si ça a l'air caché. On va en parler tout de suite après cette petite pause. Et puis vous, les auditeurs de Sud Radio, vous avez évidemment la possibilité même, ce serait formidable, on vous en prie, de venir ou contester ou approuver. Vincent Pavant. Restez bien avec nous, on se retrouve tout de suite sur Sud Radio et vous avez la parole au 0826 300 300 pour interpeller Vincent Pavant. 0826 300 300. À tout de suite sur Sud Radio. Et Sud Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Vincent Pavant, tout foutre en l'air. Sade, la sexualité, le transhumanisme et l'internationalitaire, c'est le sous-titre aux éditions Exuvie. Je ne dirais pas à lire avec modération, je dirais à lire avec attention, et tout en gardant évidemment son esprit critique et son esprit libre. Alors, dans votre inventaire, où encore une fois vous parlez des Femen, on a cité Biden, et on voit ce qui s'est passé, enfin on sait ce qui s'est passé aujourd'hui, tout le monde sait, sur l'ordinateur de Hunter Biden, où il y a aussi bien sexe, argent, sex and drugs and rock'n'roll et argent. Et puis vous parlez de l'Organisation mondiale de la santé, Vincent Pavant. Oui. En disant quoi, en fait? Elle aussi, elle veut
tout diligenté, tout régenté. Tout à fait, oui, on l'a vu. D'abord, effectivement, sur les vaccins, les plans de pandémie, etc. C'est elle qui a imposé tout cela, qui prépare d'ailleurs un nouveau plan de pandémie extrêmement autoritaire en cas de prochaine pandémie, mais qui également, je prends pro au sérieux l'anthropologie sadienne et cette idée fausse d'ailleurs que les enfants seraient dès le début des êtres sexuels en fait et que par un certain droit à l'éducation et à la jouissance individuelle qui devient finalement le premier des droits de l'homme en fait. C'est ça qu'on voit apparaître. Et Tout bien, le monde a le droit de jouir de tout le monde, quoi. C'est exactement, ça. et c'est ce que nous dit ça. C'est ce que nous dit ça. Tout le monde a le droit de jouir de l'autre. En fait, ce que nous rappelle aussi le philosophe Pierre-Henri Castel. Et donc, prenons au sérieux cette anthropologie sadienne qui est soi-disant démontré par les études d'Alfred Kinsey, en fait, que démontre très bien d'ailleurs Ariane Biléran, qui sont fait des fausses études, mais dès sa naissance, et même bien avant sa naissance, l'enfant serait un être sexuel qui n'aspirait qu'à développer sa sexualité. Ce que fait Sade, d'ailleurs, ce que dit Sade, il parle d'éduquer les petites filles, je le rappelle, bon, et bien donc on prend ça au pied de la lettre et on dérive à partir de ça un raisonnement parfaitement rationnel pour dire il y a des standards qu'il faut éduquer, c'est un droit, le droit à la jouissance sexuelle est un droit qu'il faut, et je rappelle que aujourd'hui, tous les ans, au 21 décembre, on célèbre la journée mondiale de l'orgasme, en fait, au même titre qu'on célèbre le droit des femmes, finalement, la journée du 8 mars, et par conséquent, on voit bien que l'OMS... Est-ce que c'est si grave que ça de célébrer la journée mondiale de l'orgasme? Pas forcément, ça montre simplement que, effectivement, dans l'esprit, ça devient un droit, en fait, un droit qu'il faut défendre et pour lequel on doit se battre parce qu'il n'est jamais garanti. Alors Vincent Pavant, en quel droit? Alors juste spécifiquement l'Organisation mondiale de la santé, à part les plans de pandémie, ça, d'accord, c'est, vous dites, sur les enfants, c'est les standards de l'OMS sur l'éducation sexuelle que vous pouvez lire à nouveau chez Ariane Biléran, qui disent qu'ils conseillent pour le monde entier, quoi. Oui, qu'ils établissent en programme, effectivement, et aujourd'hui ce qu'on voit au niveau de l'éducation nationale découle directement de ça, effectivement. Ça a été dénoncé dans l'imposture des droits sexuels, et le fait de parler de droits sexuels est une révolution, effectivement. Parce que c'est du coup faire quelque chose d'intime directement politique. Et justement, c'est ça que dénonce très bien Giorgio Agamben. Dans les États totalitaires, l'intimité n'existe plus et elle est directement la chose publique de l'État. Et vous dites, alors justement, en fin de bouquin, en fin de cet ouvrage, de ce brûlot, vous dites au fond, la fin de ça, c'est le transhumanisme. Tout à fait. Le transhumanisme, en fait... C'est supprimer la biologie, supprimer tout, enfin... Alors, supprimer la disons nature. Que le transhumanisme est un évolutionnisme, en fait, donc qui va s'étaler sur des générations, et donc qui pose la question qu'on appelle de la phylogénèse, c'est-à-dire bien de la reproduction de l'espèce, tout simplement. Et évidemment, quand il y a un évolutionnisme, il y a besoin de reproduction de l'espèce, donc de sexualité. Sauf qu'en fait, dans le transhumanisme, la phylogénèse est en fait une ectogénèse, c'est-à-dire l'homme va être produit en dehors du corps de la femme, en fait. Ça va être purement technologique. C'est-à-dire par l'avancée de la technologie, n'importe qui pourra accoucher de n'importe quoi. Enfin, exactement. Il y aura des utérus artificiels, c'est déjà mis en étude chez les animaux, si vous voulez. Et donc, à partir du moment où la reproduction devient une production technologique, la question c'est à quoi sert la sexualité. Et en fait, la sexualité devient purement ontogénétique, c'est-à-dire individualiste. Et en fait, celui qui donne effectivement la philosophie de cette sexualité, c'est Sade. Et c'est une des raisons pour lesquelles, selon moi, en fait, pour la distinguer justement de mai 68, arrive de manière beaucoup plus consciente et beaucoup plus puissante à nouveau la philosophie sexuelle de Sade, parce que derrière, elle permet de correspondre exactement en fait à la philosophie du transhumanisme. Donc, pour terminer, beaucoup de gens, les littéraires, les surréalistes, les situationnistes et tout le monde a vanté un Sade libertaire et rebelle, qui l'était à l'époque, mais vous vous dites attention, il faut voir l'autre côté aussi, qui aujourd'hui est en acte. Exactement, c'est exactement ça. Et ce qui est en acte, c'est la marchandisation totale du corps. La matérialisation, la jouissance individuelle qui, avec la loi du plus fort, permet de se servir de l'autre en fait comme d'un ustensile. C'est ce qui se passe typiquement, par exemple, avec les enfants qui deviennent des ustensiles en fait sexuels de plus en plus pour les adultes. Et les LGBT comme segment de marketing et de marchandisation. LGBT, c'est lié en fait au refus de la sexuation en fait, qui est une transgression sexuelle d'un tabou, si vous voulez, et qui correspond, elle, tout simplement à l'idéologie transhumaniste.
Oui, tout est, en fait, pour vous, tout est lié. Complètement, et c'est pour ça que SAD fait le lien, effectivement, entre différents courants libertaires, bien sûr, mais également transhumanistes, et c'est pour ça que ça s'impose. La philosophie dans le boudoir, et bon, on va philosopher avec les auditeurs de Sud Radio. Oui, qui sont très nombreux à nous appeler au 0826 300 300, et on commence avec Emmanuel de Pessac. Bonjour Emmanuel. Bonjour Emmanuel. Bonjour André, bonjour à Monsieur Pavant, bonjour à toute l'équipe. Merci pour vos interventions qui mettent le doigt effectivement là où il y a un problème, et un gros problème. Vous avez parlé du rapport Kinsey. Alors vous, André, qui est un grand lecteur, j'espère que vous ne cracherez pas votre café en lisant les 2 livres. C'est une horreur absolue. Ce sont des tests quand même cliniques sur des enfants qu'on explique même à 2 mois, ils peuvent jouir pratiquement 2 fois par heure dans une journée. C'est une horreur. C'était absolument une horreur. Mais le problème, c'est que ce rapport, il a servi au planning familial, il a servi à l'OMS et il a servi à l'ONU. C'est quand même une base qui a été utilisée pour maintenant donner des directives. Moi, j'aimerais savoir comment on va pouvoir s'en sortir. C'est la question que je vous pose à Monsieur Pavant, parce qu'évidemment, c'est la question initiale, parce qu'on voit qu'on est envahi par toute sexualité. Quand c'est des adultes, bon, bah, ça les regarde, mais là, quand ça touche aux enfants, je ne sais plus quoi faire pour éviter parce que les mômes se sortent traumatisés, il faut le savoir, sans parler après des changements avec des pilules ou avec des opérations qui sont, c'est Boucherie Bernard le truc, je veux dire, puis c'est surtout de la stérilisation, c'est-à-dire que c'est irréversible. Donc voilà, je voulais vous remercier surtout pour tout ça, et puis que les gens s'intéressent au rapport Kinsey, parce que c'est une horreur, et malheureusement les organismes internationaux sont mis dessus. Oui, tout à fait. Vincent Pavant. Oui, alors pour le rapport Kinsey, lisez l'imposture des droits sexuels d'Ariane Biéran, qui a travaillé depuis très longtemps là-dessus. Alors, le rapport Kinsey, c'est très simple, en fait. C'est, on prend au sérieux justement l'approche axiomatique de SAD sur l'idée que les enfants, dès leur plus jeune âge, en fait, sont des êtres sexuels qui n'aspirent qu'à jouir. C'est ce que dit Madame de Saint-Ange. Et ensuite, on essaie de monter une pseudo-étude scientifique qui va essayer de donner, en fait, une consistance, scientifique à ça, quand bien même, effectivement, ce n'est pas vrai. Et ça va servir, effectivement, ensuite de base pour des recommandations de la part des institutions internationales, dont l'OMS, l'ONU, vous les avez rappelées, qui ensuite vont s'inviter, effectivement, dans l'éducation nationale. Donc, comment on fait pour lutter ça? Justement, il faut nommer, il faut ce que c'est, il faut trouver les origines de ces idées-là. Et parce que Kinsey, c'est un monument. Personne ne touche à Kinsey. Alors, jusqu'à présent, personne ne touchait à Kinsey. À nouveau, Ariane Biéran l'a fait. Et moi, je rappelle que ça vient effectivement des idées de SAD sur l'anthropologie. Il y a une anthropologie sadienne qui est liée à ça. Kinsey a lu SAD. Non, je pense pas. Je pense pas. Simplement, il y a une coïncidence entre les deux qui fait que il y a une racine philosophique. Non, mais ce que dit Emmanuel, c'est fou. Moi, j'avoue que j'ai pas lu Kinsey, mais quand il dit qu'à 2 ans, etc., voilà. C'est même intra-utérin, intra-utérin. Et en fait, dans le rapport Kinsey, il essaie de dénombrer le nombre d'orgasmes par jour qu'auraient les nourrissons, etc. Et tout ça, effectivement, c'est manifestement de la foutaise. Ça témoigne d'une grande intelligence et d'une grande clarté. Lucien. Merci beaucoup Emmanuel. On va dans l'Ain avec Pierre. Bonjour Pierre. Bonjour Pierre. Bonjour. On vous écoute Pierre. Comment allez-vous? Très bien, très bien. Alors, écoutez, quand on l'écoute, pour vous, dites-moi. Allez-y. Une petite remarque pour vous, cher André. J'ai vu que votre confrère Bourdin, avec beaucoup de courage, vous avez estampillé du complotisme. J'attends avec impatience de vous voir sur Twitter, au même titre que Tucker Carlson. Vous êtes notre Tucker Carlson français. C'est triste de voir ce genre de choses, et ça donne pas une belle image de votre travail. Heureusement que vous êtes là pour redorer ce blason. Ce n'est pas grave. Monsieur Pavant. Oui. Ouais, c'est pas grave, c'est comme ça. Les cons, ça ose tout. Monsieur Pavant, très, très heureux de vous parler. Je crois que vous êtes comme moi marseillais. Oui. Je trouve qu'il y a beaucoup de combattants en Marseille. C'est très bien. J'en suis assez fier. Et je veux dire à tout le monde combien ce combat est long et difficile. Ma question est assez simple aujourd'hui. Moi, mes valeurs de la République, c'est pas celle de défendre un tableau à consonance pédophile, bien qu'on dise que ce soit le contraire. Donc ma République, c'est pas ça. Moi, le Gaulois réfractaire, c'est pas ça, ma République. Au final, Monsieur Pavant, nous qui sommes estampillés complotistes et qui disons des choses depuis des années, et notamment qui parlons beaucoup de pédophilie, faut croire qu'on est en train de nous montrer au grand jour ce que l'on pense depuis quelque temps. C'est ça ma question. Est-ce qu'on n'est pas en train de nous mettre en évidence tout ce qu'on sait depuis longtemps ?
Vincent Pavant. Alors, que ce soit mis en évidence, oui, qu'on le sache depuis longtemps. Je ne sais pas, justement, ce qui est très dur, en réalité, c'est qu'existent dans la société des idées très diffuses qu'on a du mal à identifier, qu'on a du mal à nommer, et par conséquent, à un moment donné, il y a un besoin de clarté pour nommer ce qui est vraiment. Alors, justement, sur l'idée que ça existe depuis pas mal de temps, comme je le disais, il y a cette affaire Kouchner qui monte au milieu des années 80 et qui effectivement tente à prouver que dans certains milieux, hélas, ces idées d'enfants sexualisés très tôt étaient déjà admises, qu'elles ont peut-être diffusé dans des cercles décisionnaires, universitaires notamment, pour faire évoluer sans qu'on s'en rende compte les idées là-dessus. Ça, je pense que ça éclate ici au grand jour parce qu'il n'y a plus de retenue avec je dirais l'épisode Covid, disons, toutes les barrières ont sauté. Il y a énormément de barrières qui ont sauté au niveau de la morale, au niveau de l'éthique, qui font que du coup, tout ça s'étale maintenant au grand jour. Je ne pensais pas un jour que dans un Parlement européen, je pourrais voir une exposition de photos où vous avez 3 hommes nus, complètement nus, dont on voit tout, qui évoquent le transgenre, qui évoquent ce genre de choses. Oui, c'est-à-dire qu'on peut faire ça dans une galerie, et pourquoi pas. Moi personnellement, je sais pas, à titre personnel, on a le droit d'exposer. Enfin, je suis pour la liberté d'expression, bien sûr, le plus entière possible. Mais au Parlement européen, on ne comprend pas ce que ça vient faire au Parlement européen. C'est exactement ça, et c'est pour ça que ça devient des valeurs politiques, en fait, alors que normalement, c'est des valeurs intimes qui doivent rester justement dans le privé. Après, effectivement, l'art doit être transgressif, c'est une de ses fonctions pour nous interroger notamment. Mais là, ce qui est quand même intéressant dans cette exposition, c'est que comme elle montre tout, elle nous oblige du coup à nous arrêter, à nous interroger. Alors peut-être que en fait, ce n'est pas une glorification de la désacralisation, mais justement une mise en garde de la désacralisation. Oui, et c'est ce que je fais dans le livre. Comme vous, dans votre livre, vous montrez que Sade et consorts, vous mettez en garde contre justement une désacralisation totale. Exactement, dire, exactement. En fait, c'est du passé, faisons table rase. C'est ça qu'on est en train de vivre et il faut faire attention à exactement, ça. Exactement. La religion, bien sûr, il y a l'acquisition, il y a le dogmatisme, ce qu'on veut, mais il y a aussi des valeurs très subversives et il y a des valeurs de protection des êtres humains, tout simplement, qui sont inscrites là-dedans. Et le problème de lutter contre toute forme de religion, c'est qu'à la fin, on finit par prendre l'exact opposé et on va beaucoup trop loin, du coup. Lucien. On se retrouve tout de suite. Restez bien avec nous et continuez de nous appeler au 0826 300 300. Je crois qu'on est à Safia et nous accueillerons Safia. À tout de suite sur Sud Radio. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Vous êtes bien dans le face-à-face d'André Berkov avec Vincent Pavant et vous avez la parole au 0826 300 300, chers auditeurs. On accueille Safia de la Courneuve. Bonjour Safia. Bonjour Safia. Oui, bonjour à tout le plateau. Donc très heureuse d'être avec vous. Et donc effectivement, la thèse centrale de l'œuvre de Monsieur Vincent Pavant, oui, j'adhère complètement dans la mesure où est-ce que dans sa somme, Yuval Noam Harari, quand il englobe globalement l'histoire de l'humanité et qu'il nous rapporte au Graal du fait que l'homme serait le Dieu suprême sur Terre, il déploie toute cette machinerie qu'expose notre auteur, Monsieur Pavant. Oui. Et moi, comme je dis, je ressens parfaitement aussi l'aberration et la folie furieuse, comme il a évoqué, de celle qui s'est nue dans un magazine Playboy, enfin toutes ces choses. Moi, je prends ça avant tout sous un prisme en étant complètement ahuri, parce qu'on est dans la confusion la plus absolue. Et tous les éléments qu'il a exposés sur le plateau sont complètement c'est comme une espèce de pyramide où vous voyez l'image? Oui, tout à fait. Non, elle est claire. Pardon? Elle est claire, l'image. Voilà. Et donc on est dans cette espèce d'orgie dans cette espèce d'explosion de zégère un gégère où est-ce qu'on a attaqué les choses les plus sacrées de la vie, ou est-ce que le corps, l'intimité de la vie de l'homme, elle est même si on est dans une société laïque, où est-ce qu'on peut, qu'on veut tout faire éclater, et le titre est
Et c'est vrai que ça m'a quand même interpellée directement, parce que vous pouvez me rappeler le titre, s'il vous plaît? Tout foutre en l'air. Tout foutre en l'air. Voilà, c'est clair. C'est-à-dire, voilà, il dénonce ceux qui ont tout foutu en l'air. Hein. Il ne dit pas, Vincent Pavant, je veux tout foutre en l'air. Il parle de ça, de la sexualité, du transhumanisme et de tous ces gens qui veulent effectivement que le corps ne devienne plus qu'un instrument public. Voilà, public. C'est ça. André, oui. André, est-ce que et vous avec l'expérience et votre vécu, dans votre ressenti, on va dire, corporel et intime, est-ce que vous ressentez qu'on est arrivé à cette apothéose telle que le décrit M. Pavon? Écoutez, je pense en tout cas qu'il faut être très vigilant. Je ne pense pas, je suis plutôt de naturel optimiste, je ne pense pas du tout que ces gens ont gagné la partie, loin de là. Je pense qu'il faut être très vigilant parce que, effectivement, vous savez, tout pouvoir, de quelque bord qu'il soit, de quelque conscience religieuse ou pas religieuse qu'il soit, a intérêt à nous chosifier. N'oubliez pas que la chosification est l'intention de tout pouvoir totalitaire, et tout pouvoir, parce que vous savez, on disait le pouvoir corrompt, et le pouvoir totalitaire engendre but de totalité. Donc voilà, c'est ce que dit, c'est ce qu'écrit Vincent Pavant dans son livre, et c'est ce à quoi il faut faire très 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 attention, parce que sous des dehors de démocratie, de liberté, de choix, de tolérance, de genre et tout ça, d'autres démons, enfin d'autres en tout cas fantômes se cachent, qui ne sont pas beaux à voir ni à sentir. C'est ça, Vincent Pavant? Oui, tout à fait. Pour revenir sur l'idée de pyramide qui est évoquée, oui, il y a des élites, en fait, à l'OMS, à l'ONU, dans certains cabinets de conseil, qui vont ensuite conseiller d'administration, qui théorisent tous ces aspects de désacralisation et de publicisation, en fait, de l'intime, qui l'intime peut pas être politique, normalement, il peut pas être public, c'est quelque chose qui doit rester dans la sphère privée, mais qui, pour des raisons purement idéologiques, et c'est ce qu'incarne Harari, justement, vont passer dans la sphère publique. Oui, mais juste, Vincent Pavant, c'est ce que faisait la religion et fait encore dans certains cas les religions. C'est-à-dire que vous n'avez pas de domaine privé. Hein. On vous surveille on vous surveillait, etc., de la naissance au cercueil. Quoi. Tout à fait. Et en fait, il y a deux formes de totalitarisme. Il y a quand le privé devient complètement public, ou, comme le font les religions, le privé envahit toute la sphère. C'est-à-dire que vous contrôlez de manière privée toute la sphère de la vie publique. C'est ce que font les fondamentalismes religieux. Les deux sont totalitaires. Pas dans la même direction. Il faut être vigilant sur les deux. Exactement. Et en fait, c'est l'équilibre de l'intime, de la sacralité du corps et effectivement de la chose publique, parce qu'il y a quand même une santé publique, ça peut exister ces choses-là. Mais c'est l'équilibre entre les deux qui fait que on peut vivre en démocratie. Si l'un prend le pas sur l'autre, on est en régime complètement totalitaire. Les théocraties ou les totalitarismes classiques que vous avez rappelés, bien sûr. Bien sûr. Je crois qu'on a... Merci beaucoup, Safi. On a le temps de prendre Jean-Paul de Draguignan. Bonjour, Jean-Paul. Bonjour, Jean-Paul. Bonjour André, bonjour Monsieur Pavin, et merci André pour vos émissions toujours des plus intéressantes, merci, contrairement à un de vos collègues. Oui, n'en parlons pas. J'aurais aimé peut-être emmener quelque chose sur le débat à votre invité. Est-ce que Monsieur Pavin, vous ne croyez pas que ça relève de vouloir prendre et surtout garder le pouvoir en voulant nous faire participer à cette partouze mondialiste, comment dirais-je, par garder le pouvoir par les minorités, c'est-à-dire par les homosexuels, les ligues LGBT, tout ce qui est racisme et autres wokisme. On s'aperçoit que petit à petit, ce sont les minorités qui sont au pouvoir, notamment avec notre gouvernement et d'autres. Donc, est-ce que vous ne pensez pas que c'est aussi dans ce but que tout cela est fait? Jean-Paul, oui, Vincent Pavant, vous répondez, nous arrivons en fin d'émission, mais Jean-Paul pose une vraie question, encore qu'il faut faire attention quand on parle de quelle minorité, de quoi, mais bon. Oui, tout à fait, je pense qu'il faut distinguer l'homosexualité de la transsexualité, c'est pas pour moi la même chose, mais effectivement, la mise en avant de minorités qui vont, à elles toutes seules, imposer finalement leur construction sociétale aux autres, c'est quelque chose de tout à fait... il y a une manipulation
de la transsexualité au niveau sociétal, au niveau politique, la mettre en avant pour la montrer comme exemplaire, pour faire en sorte effectivement qu'elle impose justement ses désirs aux autres. Et en fait, dans l'idée que on va imposer à toute la société quelque part les désirata de la transsexualité, notamment par exemple sur l'identité, Trudeau justement au Canada disait on va mettre un genre neutre dans l'identité sociale, donc on impose à tout le monde, si vous voulez, les désirs d'autres. Et ça, c'est profondément sadien justement. C'est pour faire progresser l'idée qu'un seul peut imposer pour ses propres désirs en fait toutes ses volontés aux autres. Donc oui, je vais rejoindre ce que vous dites en disant il s'agit symboliquement de faire en sorte que on comprenne qu'un seul puisse imposer ses désirs à tous les autres. Et c'est ça qui est peut-être à l'œuvre dans l'imposition, on va dire, de la philosophie transsexuelle, transgenre à l'ensemble de la société. Tout à fait. Jean-Paul a raison de rappeler que le pouvoir là-dedans joue un rôle non négligeable. Fondamental. Il est performatif complètement. Tout à fait. Eh bien, voilà, Tout foutre en l'air. Si vous voulez le lire, eh bien, il est en disposition chez Amazon, dans toutes les librairies. Voilà, édition Exuvie. Et c'est toujours bon, vous savez, de regarder toutes les facettes d'un diamant qui est le diamant de notre vie et de notre quotidien. Merci beaucoup, chers auditeurs, d'être toujours aussi nombreux à nous écouter. Et merci à Vincent Pavant, mathématicien, enseignant-chercheur, pour son livre Tout foutre en l'air aux éditions Exuvie. Tout de suite, l'émission de Brigitte Lahaye. À tout de suite sur Sud Radio.